Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, merci à la SRLF de m'avoir invité pour parler du dernier volet donc, des directives anticipées. En pratique, quand et à qui les proposer? Je suis le docteur Seri, je travaille dans le service de médecine intensive de Nouméa, je suis membre de la commission d'éthique et je n'ai pas de conflit d'intérêts. On est en 2001, on est aux États-Unis, on est 10 ans après la loi sur les directives anticipées. Le constat est amer. Seulement 5% de directives anticipées à l'arrivée en réanimation. Quand elles ont été rédigées, il y a une faible disponibilité de ces directives anticipées. Et si elles sont disponibles enfin, il y a peu d'influence sur le traitement et sur le coût. Pourtant, à peine 10 ans plus tard, dans cette étude qui est dans un État des États-Unis, le Michigan, le taux de directives anticipées chez les patients de plus de 60 ans décédés est de 45% environ. Il est encore plus élevé dans la population de patients pour lesquels elles ont été utiles, c'est-à-dire des patients qui sont en fin de vie et pour lesquels une décision médicale devait être prise et qui n'étaient pas aptes à consentir à cette décision médicale. De plus, de plus, ces directives anticipées, on a le sentiment dans cette étude, ont une influence sur le traitement parce que les patients qui ont rédigé ces directives anticipées, qui sont décédés, ont eu plus de soins de confort, plus de soins limités que ceux qui ne les ont pas rédigés. Actuellement, aux États-Unis, c'est pas passé, pardon. Ah non, pardon, oui, c'était celle-là. Actuellement, ouais, ok. Actuellement, aux États-Unis, quand on prend cette méta-analyse qui poule environ 150 études entre 2011 et 2016, le taux de directive anticipée est d'environ 35%. Il est encore plus élevé dans les populations les plus fragiles, les populations neurologiques, là en l'occurrence. Comment aux États-Unis sont arrivés à augmenter leur taux de directive anticipée? Probablement qu'il y a un changement culturel sur les questions de fin de vie, ça a été un peu abordé avant, mais très certainement il y a un meilleur ciblage des catégories de la population à qui proposer les directives anticipées, du moment auquel il faut leur proposer la rédaction de ces directives anticipées, et probablement également une amélioration du recueil de ces directives anticipées. En France, clairement, on a un problème de ciblage de population, parce que quand on se réfère à cette étude qui a été faite 5 ans après la loi de 2005 sur les directives anticipées, le taux de directives anticipées chez les patients qui pourraient en avoir besoin, donc des patients qui sont en fin de vie pour lesquels une décision médicale est à prendre et qui ne sont pas aptes à consentir, est de 1,5%, alors qu'il est plus élevé dans la population générale. On s'attendrait pour le moins à ce que ces chiffres soient inversés si on avait mieux ciblé la population. Donc l'objectif de cette présentation, c'est vous montrer comment on peut améliorer le ciblage de la population, quel est le rôle du médecin réanimateur dans ce ciblage, on en a beaucoup parlé avant, avec comme but d'augmenter le taux de directives anticipées dans les populations où elles sont le plus utiles. Pour ça, on peut diviser la population en différentes catégories. Les personnes pour qui l'hospitalisation en réanimation n'est pas attendue, c'est vous, c'est moi. Je pense que nos efforts ne doivent pas porter sur ces populations, mais doivent porter sur les 3 autres populations. Les personnes pour qui l'hospitalisation en réanimation va probablement se poser à court ou moyen terme et qu'une décision de traitement invasif ou d'admission en réanimation va se poser. Les patients pour qui l'hospitalisation en réanimation est prévue et les patients hospitalisés en réanimation. On va voir successivement ces 3 populations. La première, les personnes pour qui l'hospitalisation en réanimation n'est pas attendue, c'est le cadre législatif, c'est le cadre général. Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées à tout moment de sa vie. La question qui est posée finalement à la population générale, c'est pas tant celle de l'admission en réanimation, c'est pas tant celle de la ventilation invasive, c'est finalement le degré d'autonomie avec lequel on est prêt à continuer sa vie. Je vous rappelle que le débat sociétal dont est issue la loi de 2005 et la loi de 2016 sur les directives anticipées avait comme substrat de tristes histoires cliniques pour lesquelles c'était le degré d'autonomie qui était questionné. Le principal obstacle dans la population générale à rédiger des directives anticipées, il est culturel. Il y a cette notion de mort cachée au XXe siècle et qui probablement perdure au XXIe siècle. Et donc la réponse est une réponse de santé publique avec des campagnes publicitaires comme celle sur la fin de vie qui a été effectuée par l'Agence nationale sur la fin de vie. Le rôle du médecin réanimateur là-dedans est probablement faible et je ne pense pas que nos efforts doivent aller à cette population, c'est-à-dire la population en général. En revanche, les 3 autres catégories de population, je pense qu'on a un rôle et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment agir. Les personnes qui ont un risque élevé d'être hospitalisées en réanimation à court ou moyen terme et pour lesquelles la question d'admission en réanimation et de traitement invasif va se poser.
Quand on prend l'étude d'Olivier Le Sieur qu'a présenté Jean tout à l'heure, donc 14% des patients de ces 40 réanimations françaises ont fait l'objet d'une limitation des thérapeutiques. Seulement 1,3% de ces patients-là avaient rédigé des directives anticipées. Et pourtant ces patients, ils étaient connus avant. C'est des patients qui avaient un âge très avancé, qui avaient une autonomie qui était faible, qui avaient une maladie à un stade évolué, terminal, qui avaient l'absence de stratégie curative. C'est clairement nos patients BPCO, stade 4, les patients insuffisants cardiaques avec une coronaropathie non curable, ces patients qui ont un cancer évolué, toutes ces pathologies dont on a parlé tout à l'heure et qui auraient pu être détectées par le médecin généraliste, qui auraient pu être détectées par les médecins spécialistes pour qu'ils leur proposent la rédaction de directives anticipées. En fait, ces patients, ils auraient dû être l'objet d'une prise en charge palliative au sens moderne du terme, comme l'a rappelé Dr Curtis hier, c'est-à-dire une réflexion sur le juste soin, mais un questionnement également sur les questions de fin de vie et leur proposer la rédaction des directives anticipées. Le problème, il est d'un premier ordre, c'est comment détecter ces patients, comment le médecin spécialiste, pneumologue, hépatologue, cardiologue ou le médecin généraliste peut détecter ces patients pour leur proposer justement la rédaction de directives anticipées. En fait, la Société française de soins palliatifs et la HAS nous donnent des outils pour détecter ces patients qui sont dans un état général précaire, associés à des comorbidités graves, qui ont une maladie grave, évolutive, potentiellement mortelle, ou qui ont un risque de mourir d'une complication aiguë survenant au cours d'une maladie préexistante. L'outil principal qui est proposé par l'HAS, qui a l'avantage d'être extrêmement simple, extrêmement bon sens, c'est l'outil qui s'appelle le SPIC. Il regroupe des critères généraux et des critères dits cliniques ou des critères d'organes. Les critères généraux, c'est cela, c'est une échelle de performance médiocre, la personne reste plus de 50% de son temps alité ou au fauteuil, une dépendance d'autrui, des hospitalisations non programmées, une perte importante de poids, des symptômes persistants malgré le traitement des pathologies sous-jacentes et enfin des demandes de limitation de certains traitements. On associe un ou deux critères généraux à un critère de spécialité. Et là, les critères de spécialité, on retrouve nos patients qui sont BPCO chronique, insuffisance respiratoire chronique, sévère, avec une dyspnée de repos, ces patients cardiaques avec des coronaropathies sévères non traitables, ces patients avec une maladie rénale très évoluée, ces patients cirrhotiques avec des complications de la cirrhose pour lesquels il n'y a pas de projet de transplantation, ces patients déments. Donc en fait, si on a l'association d'un critère clinique d'organes et de deux critères généraux, on doit, en tout cas les médecins doivent aborder les questions de fin de vie et leur proposer la rédaction de directives anticipées. À quel moment doivent-ils le faire ? Le plus tôt possible, parce que ces études viennent de beaucoup d'oncologie, mais on a montré que discuter tôt avec un patient du juste soin qu'on peut lui apporter, des questions de fin de vie, ça améliore sa qualité de vie, ça diminue son anxiété, ça diminue même ses hospitalisations. Ça a été beaucoup montré dans la population d'oncologie, un peu dans la population de neurologie, moins dans la population respiratoire et cardiologique. Pour vous donner un exemple d'une stratégie d'abord des patients, il y a cet article-là qui vient de Melbourne, qui est très intéressant. Les patients qui sont âgés de plus de 80 ans et qui sont hospitalisés pas dans un service de réanimation, mais dans un service standard, sont abordés au bout de 48 heures de leur hospitalisation par une infirmière spécialisée dans les questions de fin de vie et discutent de leurs souhaits pour la fin de vie et leur proposent la rédaction de directives anticipées. Sur 300 patients qui ont été inclus dans cette étude, 50 vont décéder dans les 6 mois de l'étude. Et dans ces patients décédés, le groupe qui a été abordé par l'infirmière spécialisée, on s'aperçoit que leurs volontés sont plus connues, à 86% versus 30% l'autre groupe, qui aura moins d'hospitalisation en soins intensifs, et que finalement la famille aura le sentiment que le décès s'est passé dans des conditions plus satisfaisantes, et aura également le sentiment que leur proche qui est décédé dans des conditions qui pour lui étaient plus satisfaisantes. Pour eux, les facteurs clés de réussite des discussions de fin de vie, c'est la présence d'un médiateur spécialisé, la présence de la famille, et on revient à cette discussion autour de la famille doit être-elle informée, une discussion centrée autour du patient, compléter des documents formels et l'éducation de l'ensemble des médecins, et on revient à la question de la formation des médecins là-dessus. Quel est le rôle du médecin réanimateur là-dedans ? Et il y a un très bel éditorial de Jean-Philippe là-dessus dans la revue Réanimation,
qui dit qu'en fait, le rôle du médecin réanimateur est probablement d'être un consultant éclairé au moment des staffs multidisciplinaires sur le soin apporté à un patient, donc très en amont de la réanimation, quand ce patient est détecté par un médecin à l'aide de ce fameux score SPIC et qu'on commence une discussion multidisciplinaire, le médecin réanimateur peut être invité pour parler de ce dont Jean nous a parlé, c'est-à-dire qu'est-ce que peut apporter la réa, qu'est-ce que la réa peut entraîner comme séquelles aux patients. Là, la question est plus tellement celle de l'autonomie, mais la question est celle du niveau de soins invasif qui doit être mis en œuvre. La question est celle de l'admission en réanimation, la question est celle de la ventilation mécanique, la question est celle des conditions générales de fin de vie. Enfin, les patients qui vont être hospitalisés en réanimation, de façon certaine, c'est principalement une petite population, c'est les patients de chirurgie lourde, une chirurgie thoracique, chirurgie abdominale lourde, chirurgie carcinologique lourde, et ces patients vont être abordés avant leur chirurgie, donc avant leur hospitalisation en réanimation. Et quand on regarde cette étude faite aux États-Unis, les chirurgiens ont l'habitude, à 80%, de discuter avec leurs patients de traitements invasifs, de traitements de support, mais en revanche, que 57% des chirurgiens disent discuter des directives anticipées et s'occuper du recueil de ces directives anticipées. Bonne chose ou mauvaise chose dans cette étude, je ne sais pas, l'étude ne permet pas de le dire, mais en tout cas, quand il existe des directives anticipées, seulement 44% des chirurgiens vont changer leur attitude opératoire. On ne peut pas savoir si c'est quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. En tout cas, dans la période préopératoire, ces patients qui vont avoir une chirurgie compliquée, qui vont être hospitalisés en réanimation, qui sont à risque d'avoir des complications, doivent être abordés sur les questions de fin de vie et on doit leur proposer la rédaction de directives anticipées. Dans ce document qui avait été fait par l'ASFAR, par le comité d'éthique de l'ASFAR en 2015 avant le changement législatif, il est clairement dit que la période préopératoire d'une chirurgie majeure constitue sans doute un moment propice pour évoquer les directives anticipées. Ensuite, les patients qui sont hospitalisés en réanimation, il ne s'agit pas de proposer au moment de leur hospitalisation en réanimation la rédaction de directives anticipées. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie des patients qui sont hospitalisés en réanimation qui vont être à nouveau hospitalisés en réanimation. Dans cette étude épidémiologique d'une province canadienne, on a 16% de récidivistes, de patients qui sont hospitalisés en réa et qui ont déjà eu un séjour avant réanimation. Ces patients-là, on est capable de les détecter à peu près. C'est des patients qui ont des comorbidités élevées, qui ont des scores de sévérité hauts, et donc ils ne doivent pas quitter le service de réa sans qu'on ait discuté avec les médecins d'aval de la rédaction de directives anticipées à distance de la réanimation. À quel moment les faire? Et ça, la question est un peu difficile pour plusieurs choses. Alors d'abord, quand on regarde les consultations de suivi post-réanimation, ça peut être l'occasion de proposer la rédaction de ces directives anticipées. Dans les revues de littérature, ces consultations sont entre 2 mois et 12 mois, donc il n'y a pas vraiment de moment clé pour aborder ces patients. Et il y a 2 écueils. Le premier, c'est la persistance de troubles cognitifs à 3 et 12 mois qui peuvent gêner cette discussion sur la fin de vie. Et l'autre écueil, c'est qu'il y a des réadmissions précoces. C'est environ la moitié des patients qui sont réadmis en réanimation le sont de façon précoce, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment guéri de leur maladie qui les avait amenés en réanimation. Et je pense que c'est difficile d'aborder les questions de fin de vie dans cette période-là, qui reste une période aiguë. Néanmoins, je pense que c'est vrai que tous ces patients que vous avez détectés en réanimation et qui ont des comorbidités élevées, qui ont un risque élevé d'être hospitalisés en réanimation, il faut proposer au médecin traitant, au médecin spécialiste qui va recevoir le patient, d'avoir une discussion à distance sur la rédaction de directives anticipées chez ces patients. Enfin, et pour finir, c'est mon avant-dernière diapositive, c'est un score qui a été fait en Australie. En fait, c'est un score qui cherche à prédire la mortalité dans l'année, avec comme idée qui doit rédiger ces directives anticipées. Et dans ce score-là, on retrouve ce dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire que les patients qui ont des soins palliatifs, les patients qui ont déjà été admis en unité de soins intensifs avec des défaillances d'organes, donc des patients graves, ont un point élevé à ce score-là et s'approchent du cut-off pour lequel on doit proposer des directives anticipées à ces patients. Pour conclure, c'est ma diapo de conclusion. Donc, il y a 3 catégories de patients sur lesquels je pense on gagnerait à
Alors, proposer la rédaction de directive anticipée à mettre tous nos efforts, c'est les patients qui sont hospitalisés en réanimation et qui vont sortir et qui ont un risque de revenir. C'est les patients qui sont prévus pour une chirurgie lourde. Le médecin anesthésiste réanimateur, le chirurgien ont un rôle à jouer là-dedans. Et les patients relevant de filières de soins palliatifs détectés par ce fameux score SPEAK. Pour l'ensemble de la population, je pense que nos efforts ne doivent pas spécialement porter sur cette population si on veut avoir un taux de directive anticipée important à l'entrée des services de réanimation. Je vous remercie.